J'ai découvert que ma belle-mère cachait la double vie de mon mari. Depuis le premier jour de notre mariage, la robe de mariée était encore dans son carton sous le lit, immaculée, quand j'ai compris que ma vie entière reposait sur un théâtre d'ombre parfaitement orchestré par celle que j'appelais maman. Mon mode s'est effondré en une fraction de seconde, laissant place à un vide abyssal où chaque souvenir, chaque baiser, chaque promesse est soudain devenue une insulte à mon intelligence. Avant de vous raconter comment j'ai survécu au démantèlement de mon existence, je vous demande de rester avec moi, de vous abonner, de like cette vidéo et de partager mon récit. Votre soutien est la seule chose qui me permet de ne pas sombrer totalement aujourd'hui, et vos commentaires me donnent la force de continuer cette confession. Nous vivions dans ce bel appartement haussmannier du 16e arrondissement, avec ses moulures au plafond que nous avions mis des mois à restaurer, lui et moi, lors de nos premières années. Tout était impeccable, réglé comme une partition de musique classique. Marc était l'architecte parfait, un homme de la rigueur et le calme, m'avait séduite dès notre rencontre lors de ce vernissage à la galerie d'art. Il avait ce regard bleu, un peu distant, qui semblait toujours chercher quelque chose au-delà de l'horizon, quelque chose que je croyais être notre avenir commun. Nous avions cette routine rassurante, les cafés pris sur le balcon avec la vue sur les toits de Zègue, les soirées passées à discuter de nos projets de vacances dans le Luberon. J'étais, en apparence, la femme la plus comblée de Paris. J'avais un mari aimant, une carrière qui m'épanouissait et une belle-mère, Hélène, qui semblait m'avoir adoptée comme sa propre fille. Hélène, cette femme si distinguée, toujours vêtue avec une sobriété élégante, était devenue une figure centrale de mon quotidien. Elle passait souvent le dimanche avec nous. Elle apportait des pâtisseries de chez Pierre Hermé, s'installait dans le fauteuil en velours, et nous écoutait, avec ce sourire un peu trop figé, ce sourire qui, rétrospectivement, portait le poids de secrets insupportables. Je me souviens de nos conversations sur la décoration, sur l'éducation des enfants que nous cotions avoir, sur le choix des rideaux pour la chambre d'amis. Je lui faisais confiance aveuglément. Je lui confiais mes doutes, mes petites peines professionnelles, mes aspirations les plus profondes. Elle m'écoutait, inclinait la tête avec cette sollicitude faite, et je me disais que j'avais eu une chance inouïe de tomber dans une famille aussi soudée. Les premiers signes, si on peut les appeler ainsi, furent si subtils qu'ils ressemblaient à des grains de poussière dans un rayon de soleil. Un retard pour un dîner important, une batterie de téléphone inexplicablement à plat au moment où il devait me retrouver, une odeur légère, presque imperceptible, de parfum étranger sur ses vestes en cachemire. Je balayais tout cela de revers de main. Marc était un homme sollicité, un brillant architecte, un homme de terrain. Il était normal qu'il soit fatigué, qu'il soit parfois déconnecté. Je m'inventais des excuses, je rationalisais ses silences, je refusais de voir que le sol se dérobait sous mes pieds. C'était une période où le travail nous accaparait, où nous étions tous les deux lancés dans des projets d'envergure. J'étais une femme moderne, indépendante, je ne voulais pas être cette épouse jalouse et étouffante qui épie les faits et gestes de son mari. Je voulais être celle en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Puis il y eut cet épisode à Cannes, lors d'un week-end prolongé. Nous étions descendus dans cette villa que sa mère nous avait prêtée. Il était censé assister à une réception professionnelle, et je l'attendais sur la terrasse, face à la Méditerranée, avec un verre de rosé glacé. Il est rentré à 3 heures du matin, le visage fermé, les yeux perdus dans un ailleurs que je ne connaissais pas. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a éludé la question avec une douceur inhabituelle, presque effrayante, en caressant ma joue. Il a dit que le projet était difficile, que le client était un homme exige, qu'il était épuisé. J'ai voulu le croire. J'ai même insisté pour qu'il se repose, je lui ai préparé un thé, je l'ai veillé alors qu'il s'endormait. Mais en rangeant sa veste, j'ai trouvé ce petit ticket de caisse dans la poche intérieure. Un achat effectué dans une boutique de luxe de la Croisette, à une heure où il était censé être dans une réunion confidentielle. Ce n'était pas un achat pour moi. Je connaissais ses goûts, je connaissais ses habitudes, et ce ticket ne correspondait à rien de ce que nous avions prévu. Ce soir-là, le doute s'est logé en moi comme une écharde. J'ai commencé à observer, sans bruit, sans éclat, juste en notant les détails. J'ai remarqué qu'il changeait son code de téléphone, que son ordinateur n'était plus jamais laissé ouvert sur le bureau, que ses appels se faisaient désormais dans la chambre de service, sous le prétexte fallacieux d'une meilleure réception. La paranoïa, que j'avais toujours méprisée chez les autres, commençait à grignoter mes nuits. Je me sentais devenir une étrangère dans mon propre foyer. Chaque fois que je posais une question sur son emploi du temps, il se fermait, me regardait avec ce mélange de pitié et d'agacement qui me faisait plus mal qu'une insulte directe. Il me disait que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de vacances, que je devais me concentrer sur mon travail. Il essayait de me faire douter de ma propre santé mentale, de ma propre perception de la réalité. C'était une manipulation lente, sournoise, presque chirurgicale.
Et Hélène pendant tout ce temps continuait son numéro. Elle venait, elle souriait, elle me parlait de Marc avec une telle tendresse qu'elle réussissait parfois, l'espace d'un instant, à dissiper mes crêtes. Marc travaille trop, ma chérie, c'est dans ses gènes, il est comme son père, toujours absorbé par des chimères. Ne sois pas trop dur avec lui. Elle me rassurait tout en m'observant, je le sais maintenant, comme on observe un insecte sous une loupe. Elle surveillait ma progression vers la vérité avec une vigilance froide. Elle savait, elle a toujours su. Elle connaissait chaque détail de cette autre vie, de ces autres lieux, de ces autres visages qui entouraient son fils. Elle gérait les crises, elle étouffait les incendies avant qu'ils ne deviennent visibles pour moi. Un mardi après-midi, alors que je rentrais plus tôt du bureau pour une migraine tenace, j'ai trouvé Hélène dans notre salon. Elle ne m'avait pas entendu entrer, car j'avais enlevé mes talons dès le seuil. Elle était au téléphone, debout près de la fenêtre, endossée à la porte. Sa voix, habituellement si mélodieuse, était devenue tranchante, glaciale, presque méconnaissable. Elle parlait de sommes d'argent, de virements, d'un appartement situé dans le 15e, et surtout, elle prononçait le prénom d'une femme, prénom que je n'avais jamais entendu dans notre cercle d'amis. Elle disait, avec un calme qui m'a glacé le sang, « Il faut que tu restes discrète pour le moment. » Elle ne se doute de rien. Si elle découvre le moindre lieu, tout le château de cartes s'écroule. Marc était capable de gérer la situation seul, alors je m'en occupe. Tu auras ta part, mais garde ta place. Je suis restée figée dans le couloir, le cœur battant si fort qu'il me semblait que les murs allaient se mettre à vibrer. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais même pas respirer. L'air était devenu rare, lourd, chargé d'une électricité statique qui brûlait ma peau. Je regardais cette femme que j'avais chérie, cette femme à qui j'avais confié mes larmes, et je voyais en elle le cerveau d'une machination dont j'étais la victime principale. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était une architecture du mensonge, construite pierre par pierre, dès le jour où j'ai dit oui devant monsieur le maire. Chaque anniversaire, chaque voyage, chaque moment d'intimité n'avait été qu'une façade pour protéger les intérêts de Marc et de cette autre femme. Je ne suis pas entrée dans le salon, je n'ai pas fait face à Hélène, je ne suis pas sortie non plus. Je suis restée là, dans l'ombre, attendant qu'elle raccroche, attendant qu'elle quitte notre appartement comme si de rien n'était. J'avais besoin de ce temps pour comprendre, pour intégrer l'ampleur du désastre. J'ai réalisé que mon mariage n'était pas une union, mais une gestion de patrimoine et de réputation pour Hélène. Marc était son pion, et j'étais la couverture idéale. Une femme éduquée, issue de beaux milieux, aimante, parfaite pour les photos de famille, parfaite pour maintenir les apparences nécessaires à la carrière et au statut social de la famille. Tout était faux. La chaleur de leurs regards, les cadeaux d'anniversaire, les conseils de belle-mère, les déclarations de Marc sur l'oreiller, tout était calculé. Le soir, quand Marc est rentré, il était différent. Il était enjoué, presque trop. Il m'a embrassé, il a demandé comment s'était passée ma journée, il a proposé d'ouvrir une bouteille de ce vin que nous aimions tant. Il jouait son rôle à la perfection, comme s'il s'agissait de la millième représentation d'une pièce dont il connaissait chaque réplique par cœur. Je le regardais, et je ne voyais plus l'homme que j'avais épousé. Je voyais un étranger, un acteur, un homme capable d'une duplicité qui me donnait la nausée. Il ne savait pas que j'avais entendu. Il ne savait pas que son masque était tombé. J'ai accepté ce verre de vin, j'ai souri, j'ai ri à ses blagues, tout en me sentant mourir à l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai compris la nature de ma survie. Si je voulais sortir de ce piège, il ne fallait surtout pas qu'ils sachent que j'avais découvert leur jeu. Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé la nuit à refaire le film de nos années ensemble. Chaque détail, chaque parole, chaque voyage prenait une nouvelle signification, une signification sobre et venimeuse. Pourquoi m'avait-il poussé à prendre ce travail dans cette entreprise spécifique? Pourquoi Hélène insistait-elle pour que nous passions tous nos étés à cette villa de Cannes, loin de nos amis comme eux? Pourquoi Marc évitait-il systématiquement de parler de ses finances, alors qu'il était architecte associé? Tout s'aboitait. J'étais une pièce dans un engrenage, un accessoire utile, une caution morale. Le lendemain, Marc est parti travailler comme si de rien n'était. Hélène a appelé en milieu de matinée comme tous les jours. « Bonjour ma chérie, comment vas-tu aujourd'hui? Tu as l'air un peu fatiguée hier soir, tu devrais prendre rendez-vous chez le médecin. » Sa voix était si douce, si pleine de sollicitude. J'ai dû faire un effort surhumain pour garder un ton naturel, pour répondre avec la gratitude qu'elle attendait. « Oui, Hélène, merci, je vais essayer de prendre rendez-vous, c'est gentil de t'inquiéter. » J'ai raccroché et j'ai tremblé de tout mon corps. Je réalisais que j'étais seule, totalement seule, dans ce luxe qui m'étouffait désormais. Je n'avais plus personne à qui parler, plus personne en qui avoir confiance. Ma famille, mes amis, tous étaient hypnotisés par l'image parfaite que nous renvoyions. Qui allait me croire si je racontais que mon mari menait une double vie sous la bénédiction de sa mère? On m'aurait traité de folle, de paranoïaque, de femme délaissée cherchant à détruire une famille respectable. J'ai commencé à fouiller.
pas comme une épouse jalouse, mais comme une enquêtrice cherchant des preuves de ma propre vie. J'ai accédé à des dossiers qu'il pensait verrouillés, j'ai remonté des fils bancaires, j'ai contacté, sous couvert d'anonymat, des connaissances lointaines qui ne savaient rien de notre vie de couple. Chaque jour apportait son lot de révélations, chacune plus cruelle que la précédente. Il y avait des dettes colossales, des investissements occultes, des propriétés que je ne connaissais pas. Et il y avait cette femme. Elle s'appelait Clara. Elle était là depuis le début, depuis bien avant notre rencontre. Elle avait tout, la complicité et le soutien d'Hélène, le véritable amour de Marc. J'étais juste celle qu'on avait choisie pour jouer la comédie devant la société. Je suis devenue une ombre dans ma propre maison. Je préparais le dîner, je l'accueillais, je faisais semblant de ne rien savoir, tout en accumulant des preuves, des captures d'écran, des relevés, des enregistrements. Je sentais que chaque geste, chaque sourire que je lui adressais était une arme que j'aiguisais contre lui. Je ne voulais pas seulement partir, je ne voulais pas seulement divorcer, je voulais comprendre comment ils avaient pu me faire ça. Je voulais voir le moment où tout s'écroulerait, le moment où ils réaliseraient que leur marionnette avait coupé les fils. Et Hélène continuait à jouer son rôle de belle-mère aimante, et chaque fois qu'elle me touchait, j'avais envie de m'arracher la peau. Elle ne savait pas que je connaissais son petit nom, sa voix au téléphone, son mépris pour moi. Un soir, alors que Marc était parti pour un voyage d'affaires de 3 jours, j'ai décidé d'aller plus loin. J'avais besoin de voir cette autre vie. J'avais l'adresse, grâce à le des relevés que j'avais intercepté. Un quartier calme, discret dans le 15e. Je m'y suis rendu le cœur battant à tout rompre, caché derrière mes lunettes de soleil, le col de mon manteau relevé. J'ai attendu, et je l'ai vu. Il est arrivé, Marc, l'homme de ma vie, celui qui m'avait dit le matin même qu'il m'aimait. Il portait cette veste qu'il n'avait pas prise dans son sac de voyage. Il n'avait pas l'air d'un homme en déplacement professionnel. Il avait l'air d'un homme qui rentre chez lui. Il a garé la voiture, il est sorti, il a sorti une clé de sa poche et il est entré dans l'immeuble. Je suis restée assise dans ma voiture pendant des heures, incapable de bouger. J'étais en état de choc et pourtant une partie de moi était lucide. C'était la confirmation finale. Il ne s'agissait pas d'une passade. Il ne s'agissait pas d'une erreur. C'était une vie. Une vraie vie avec des habitudes, des routines, une adresse, une intimité. Et Hélène, la mère protectrice, était la gardienne de ce sanctuaire. Elle savait que j'étais à quelques kilomètres de là, dans notre appartement, en train de l'attendre, et elle savait qu'il était là, avec elle, avec Clara. Elle avait organisé cette soirée, ce week-end, comme elle organisait tout le reste. Je suis rentrée chez moi, dans cet appartement qui m'était devenu insupportable. J'ai marché dans les pièces, touchant les objets, les livres, les meubles. Tout était là, témoin silencieux d'une posture monumentale. J'ai regardé le miroir et je ne me suis pas reconnue. La femme que je voyais avait les traits tirés, les yeux cernés, le regard sobre. Elle n'était plus celle qui avait cru au grand amour. Elle était celle qui était en train d'apprendre que la vérité est une arme à double tranchant. J'ai pris une décision ce soir-là. Je ne partirai pas par la petite porte. Je ne finirai pas comme la femme bafouée qui s'en va en silence. J'allais jouer leur jeu, jusqu'au bout, jusqu'à ce que le château de cartes, celui dont Hélène parlait avec tant de souhait, s'effondre avec eux à l'intérieur. Le lendemain, Marc est rentré. Il était radieux, plein d'énergie, comme s'il revenait de vacances. Il m'a apporté un cadeau, une écharpe en soie qu'il avait trouvée dans une boutique de Lyon. J'ai accepté le cadeau, je l'ai mis autour de mon cou, je l'ai embrassé. J'ai vu dans ses yeux une lueur de satisfaction, le sentiment que tout était sous contrôle. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir que chaque baiser qu'il me donnait était désormais pour moi une forme de supplice, une souillure que je devais laver. Je sentais mon corps se tendre, se révolter, mais je tenais bon. Je me disais que ma vengeance serait froide, précise, implacable. C'est là que j'ai commencé à recevoir ces appels anonymes. Des numéros masqués, des silences au bout du fil, des bruits de respiration qui me rappelaient étrangement la voix d'Hélène quand elle pensait être seule. Ils savaient, ils commençaient à douter de mon ignorance. Ils testaient mes réactions, ils essayaient de voir si je savais quelque chose. J'ai dû redoubler de vigilance. J'ai dû jouer l'épouse modèle, celle qui ne se doute de rien, celle qui est toujours prête à accueillir son mari avec un sourire et un repas chaud, celle qui accepte les absences, les retards, les mystères. Chaque jour était une représentation, chaque mot était une réplique, chaque geste était une chorégraphie calculée. La tension devenait insoutenable. Je me sentais comme un animal pris dans un piège, observant le chasseur tout en attendant le moment opportun pour bondir. Parfois, j'avais envie de tout lâcher, de tout leur dire, de hurler ma vérité au milieu du salon. Mais je savais que si je faisais cela, je perdrais tout. Je devais être plus forte, plus intelligente, plus patiente. Je devais attendre le moment où ils seraient tellement sûrs d'eux, tellement confiants dans leur impunité, qu'ils feraient une erreur, une seule erreur. Une erreur que je pourrais utiliser pour détruire tout ce qu'ils avaient construit. Hélène venait toujours nous voir. Elle avait maintenant une façon différente de me regarder.
Elle cherchait quelque chose dans mes yeux, elle essayait de lire mes pensées derrière le masque que je portais. Elle me posait des questions pièges, sur mon travail, sur mes projets, sur ce que je pensais de l'avenir. Je répondais avec la même fausse candeur, la même fausse innocence. C'était un jeu d'échecs mortel, et chaque mouvement que je faisais pouvait être le dernier. Elle ne savait pas que j'avais déjà contacté un avocat, un homme spécialisé dans les divorces complexes, quelqu'un qui savait comment gérer les secrets financiers et les doubles vies. Je me souviens d'une soirée particulièrement éprouvante. Nous étions à un dîner de gala, entourés de tous nos amis. Marc était brillant, charmant, le centre de toutes les attentions. Hélène était là aussi, rayonnante, fière de son fils. J'étais à ses côtés, la femme parfaite, le sourire aux lèvres, le bijou sur la poitrine. Et tout à coup, j'ai vu Marc regarder quelqu'un à l'autre bout de la salle. Un regard furtif mais intense. J'ai suivi sa ligne de mire. Et là, à l'autre bout de la pièce, elle était là, Clara. Elle était là, au milieu de nous, comme si de rien n'était. Elle me regardait avec un mélange de défi et de pitié. À cet instant précis, j'ai compris que ce n'était plus un jeu, c'était une provocation. Ils ne se cachaient même plus. Ils avaient décidé que j'étais une menace ou pire, qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Ils m'évitaient sans mots à sortir de ma tanière. Ils voulaient que je réagisse, que je fasse une scène, que je sois celle qui perce au calme, celle qui passe pour les stables. Ils avaient tout prévu sauf une chose, ils ne savaient pas de quoi une femme trahie est capable quand elle n'a plus rien à perdre. J'ai posé mon verre. J'ai regardé Marc, je lui ai souri, un sourire vrai cette fois, un sourire qui n'avait rien de la candeur qui l'attendait. J'ai pris mon sac, je me suis tournée vers lui, et je lui ai dit à voix basse, je crois qu'il est temps de rentrer, Marc. La soirée a été longue et j'ai besoin de réfléchir à quelques petites choses. Il a perdu son sourire pour une fraction de seconde, une fissure dans son masque de perfection. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, cherchant à comprendre ce que je savais. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de hocher la tête. Nous sommes partis. Sans un mot de plus, sans un regard en arrière. En rentrant dans la voiture, dans le silence de la nuit parisienne, j'ai senti que tout basculait. La tension entre nous était devenue si dense qu'elle aurait pu être coupée au couteau. Il savait que quelque chose avait changé. Il ne savait pas quoi ni à quel point, mais il sentait le danger. Et moi, pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus peur. J'avais touché le fond, et maintenant, la seule direction possible était la remontée. La bataille ne faisait que commencer, mais j'avais déjà pris l'avantage. Ils croyaient qu'ils avaient le contrôle, ils croyaient qu'ils menaient la danse. Ils allaient bientôt découvrir qu'ils avaient, sans le savoir, donné à leurs plus grandes victimes les outils pour les détruire. La nuit est tombée sur Paris, mais pour moi, une nouvelle aube commençait à pointer. Je ne savais pas encore comment tout cela allait finir, je ne savais pas quelles seraient les conséquences, mais une chose était certaine, je ne serais plus jamais cette femme que l'on manipule. J'avais trouvé la faille dans leur armure, et j'étais prête à l'exploiter. Mon mariage était mort, mais ma vie, elle, venait tout juste de commencer à prendre un tournant inattendu, une trajectoire de vengeance que personne ne pouvait anticiper. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début de ce que j'allais leur faire subir, un engrenage de révélation qui allait les traîner dans la boue qu'ils avaient eux-mêmes créée. Mon cœur battait la chamade, non plus de peur, mais d'une détermination froide, brûlante, prête à tout consumer. Ils allaient comprendre bientôt que le prix de leur mensonge serait bien plus élevé que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La vérité était là, entre mes mains, et il était temps de la laisser éclater, quelle que soit la violence de la déflagration. Le trajet en voiture jusqu'à notre appartement s'est déroulé dans un silence si épais, si chargé de naudits, que le ronronnement du moteur me semblait être une agression sonore. Marc gardait les mains crispées sur le volant, ses jointures blanchies par la pression. Il ne cherchait pas à engager la conversation. À chaque feu rouge, il jetait un coup d'œil furtif vers moi, puis détournait les yeux, cherchant désespérément une échappatoire dans le vide de la nuit. Je ne disais rien. Je fixais les lumières de la ville qui défilaient, mes pensées tournant à une vitesse vertigineuse. J'avais vu Clara dans ce gala. J'avais vu cette femme, cette usurpatrice qui partageait non seulement mon mari, mais aussi, vraisemblablement, le consentement tacite de sa mère. La rage ne me brûlait plus. Elle était devenue une alliée froide, une compagne lucide qui tapissait mes nerfs. En arrivant, je n'ai même pas attendu qu'il éteigne le moteur pour descendre. J'ai grimpé les marches du perron, chaque battement de mon cœur résonnant comme un glas. Il m'a suivi, ses pas lourds traînant sur le parquet du vestibule. Il a voulu poser sa main sur mon épaule, une de ces caresses faites qu'il utilisait pour désamorcer les tensions, mais j'ai esquivé le contact avec une fluidité instinctive. Je me suis dirigé vers le bureau, cet antre qu'il considérait comme son domaine réservé, celui où il pensait avoir dissimulé toutes les preuves de son empire souterrain. Marc s'est arrêté sur le seuil, la voix étrangement étranglée. « Tu es fatiguée, chérie, on devrait aller dormir, on discutera de tout ça demain, quand tu auras les idées plus claires. »
Sauton était celui qu'on utilise avec un enfant capricieux ou une épouse hystérique. Cette codescendance a été l'étincelle finale. Je me suis retourné, le regard planté dans le ciel sans ciller. Ses yeux bleus, autrefois mon port d'attache, ne me renvoyaient plus que le reflet de prédateurs acculés. J'ai ouvert le tiroir du haut, celui qu'il laissait toujours verrouillé, et j'ai sorti le double des clés qu'il avait négligé de sécuriser. Il a pâli. Le masque de l'architecte brillant, de l'homme irréprochable du 16e, a commencé à se fissurer en temps réel. Je ne lui ai pas laissé le temps de protester. J'ai ouvert le dossier dissimulé derrière les relevés bancaires officiels, celui que j'avais déjà commencé à photographier les jours précédents. J'ai étalé sur le bureau devant lui les preuves tangibles de sa duplicité, des contrats immobiliers signés au nom de cette Clara, des factures de voyage qu'il prétendait passer seul sur des chantiers, et plus accablant encore, des échanges de emails avec Hélène. Des emails où ma belle-mère, ma confidente, donnait des instructions précises sur la manière de gérer notre budget conjugal pour financer l'appartement du 15e. Tu pensais vraiment que j'étais aveugle, Marc, ai-je murmuré, ma voix étant le seul élément stable dans cette pièce où l'air semblait soudain manquer. Tu pensais que ton théâtre était assez parfait pour occulter l'odeur de la trahison. Chaque fois que tu m'embrassais en rentrant de chez elle, chaque fois que tu me parlais de nos projets d'avenir tout en sécurisant ton patrimoine secret, tu ne faisais que creuser la taupe de tout ce que nous étions. Il a tenté de parler, de bégayer une justification, de sortir l'argument de la crise de la quarantaine ou du malentendu, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je ne voulais pas de ces mensonges. J'en avais eu ma dose pour toute une vie. Le silence est retombé, mais cette fois, il était différent. Il n'était plus fait de peur, mais de la réalisation cinglante que la partie était terminée. Marc s'est effondré sur la chaise en cuir, le visage enfoui dans ses mains, non pas par remords, mais par panique face à la perspective de perdre son confort. Il savait que si ces documents sortaient, son prestige, son cabinet, et surtout le respect de son milieu social, seraient balayés. Je l'observais, cette silhouette brisée, et j'ai ressenti un dégoût si pur, si absolu qu'il en devenait presque libérateur. J'étais en train de réaliser que je n'étais pas seulement la victime d'un homme volage, mais le témoin d'une corruption familiale profonde. Le lendemain, Hélène est arrivée sans prévenir. Elle avait ce sourire carnassier, cette assurance de celle qui pense avoir toujours le dernier mot. Elle est entrée dans le salon, observant le désordre, scrutant mon visage comme on inspecte un chantier en péril. Elle a tout de suite compris que quelque chose avait été rompu. Elle n'a même pas pris la peine de saluer. Elle a simplement posé son sac sur la console et a dit, avec une froideur qui m'a glacé le sang, « Tu devrais apprendre à mieux gérer tes émotions, ma petite. » Marc est un homme sous pression, il n'a pas besoin d'être surveillé comme un prisonnier. Je l'ai regardé, cette femme qui avait orchestré ma vie comme une pièce de théâtre de boulevard. J'ai pris une grande inspiration, sentant chaque fibre de mon être se tendre vers un seul but, la vérité, toute la vérité. Je lui ai demandé, avec un calme qui a dû la déstabiliser, si elle savait que le dossier était désormais entre les mains d'un homme qui n'avait aucune allégeance envers sa famille. J'ai vu ses yeux se durcir, ses traits se figer. Elle a esquissé un pas vers moi, une menace à peine voilée dans son attitude. « Tu ne feras rien, m'a-t-elle lancé, ton avenir dépend autant du nôtre que celui de Marc. Si tu détruis cet équilibre, tu ne détruiras pas seulement lui, tu te détruiras toi-même. » Je n'ai pas vacillé. J'ai réalisé que c'était là le cœur de leur emprise, la peur. Ils pensaient que j'étais attachée à ce confort, à cette vie luxueuse, à ce rang social. Ils ignoraient que, depuis le moment où j'avais découvert la vérité, tout cela n'était déjà plus que de la poussière à mes yeux. Ma décision était prise. Je ne serais pas l'instrument de leur déchéance en secret, je serais celle qui, publiquement, révélerait leur imposture. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ma quête de vérité allait m'entraîner bien plus loin que je ne l'avais imaginé. Le soir même, alors que Marc était parti soi-disant pour une urgence, j'ai reçu un appel. Un numéro que je ne connaissais pas. Au bout du fil, une voix de femme, tremblante, hésitante. C'était Clara. Elle ne m'appelait pas pour m'insulter, ni pour revendiquer sa place. Elle m'appelait pour me dire qu'elle ne savait pas tout. Elle m'a dit des choses qui ont fait basculer ma compréhension de la situation. Elle m'a révélé que Marc ne possédait rien, que l'appartement, le cabinet, même les investissements, tout appartenait à Hélène. Marc n'était pas l'architecte du mensonge, il était le jouet, le pion manipulé par sa propre mère pour préserver une fortune qui, selon elle, ne devait jamais sortir du giron familial. Je suis restée paralysée, le cabinet contre mon oreille, alors qu'elle m'expliquait comment Hélène utilisait Marc pour tester des investissements, pour blanchir des erreurs, pour maintenir une façade. Clara était elle aussi une marionnette. Nous étions toutes les deux les victimes de cette femme qui, dans sa quête obsessionnelle de contrôle, avait broyé les vies de ceux qu'elle prétendait protéger.
La colère, ma copaine fidèle, s'est transformée en une rage froide, une volonté de faire de tout démanteler, pièce par pièce. J'ai passé la nuit à établir une liste, à compiler chaque nom, chaque date, chaque transaction. Je ne cherchais plus à sauver mon mariage, je ne cherchais plus la compréhension de Marc, je cherchais la justice. Mais alors que j'allais clore mon dossier, une notification est apparue sur mon ordinateur. Un document crypté envoyé par une source anonyme, un dossier intitulé « Le secret du père ». En l'ouvrant, j'ai découvert une vérité si monstrueuse, si inattendue, qu'elle remettait en question non seulement mon mariage, mais toute l'histoire de cette famille. Mes doigts tremblaient sur le clavier, je n'étais plus dans une simple histoire de tromperie. J'étais au cœur d'une machination qui impliquait bien plus que de l'argent et des amants. Je me suis levé, j'ai traversé le salon plongé dans l'obscurité, et je me suis dirigé vers le coffre-fort mural dissimulé derrière le tableau de famille. Hélène me l'avait offert pour mon premier anniversaire de mariage, en me disant que c'était pour les objets de valeur. Je savais maintenant qu'il contenait bien plus que des bijoux. J'ai entré la combinaison, celle que j'avais devinée en observant les dates clés des anniversaires de Marc, ce qu'il fêtait avec sa mère, pas avec moi. La porte s'est ouverte avec un déclic métallique. À l'intérieur, ce n'était pas de l'or. C'était une liasse de documents datés d'il y a plus de 30 ans, accompagnés de photos que je n'aurais jamais dû voir. Mon souffle s'est coupé. Chaque document, chaque photo racontait une histoire que personne ne m'avait jamais racontée. Je tenais entre mes mains la preuve que la vie de Marc et celle d'Hélène reposaient sur un cadavre au sens propre comme au figuré. Le mode s'est mis à tournoyer. Je me suis assise au sol, entourée de ces preuves, réalisant soudain que je n'avais plus seulement affaire à des menteurs. J'avais affaire à des criminels. Et le pire, c'était que je n'étais plus une simple observatrice. En détenant ces documents, je devenais une cible. Un bruit a retenti à la porte d'entrée. Marc, il était rentré plus tôt que prévu. Il a allumé les lumières du salon, et je l'ai vu, immobile dans l'encadrement de la porte, son regard passant de moi au coffre-fort ouvert, puis aux documents éparpillés sur le sol. Son visage, si lisse d'habitude, s'est décomposé, laissant place à une expression de terreur pure. Il ne pensait plus à son mariage, ni à son coffre-fort, il pensait à sa survie. Il a fait un pas vers moi, les mains levées, et j'ai vu dans ses yeux non pas de la haute, mais une détermination qui m'a glacé le sang. Il savait que si ces documents sortaient, c'était la fait, non pas pour sa carrière mais pour sa liberté. Je me suis relevé, les documents serrés contre ma poitrine comme un bouclier. « Ne t'approche pas, Marc, ai-je dit, ma voix étant pour la première fois celle d'une femme prête à tout. Il a souri, un sourire dénué de toute humanité, un sourire qui m'a fait réaliser que je ne connaissais absolument pas l'homme que j'avais épousé. Il a sorti son téléphone, a composé un numéro, et a dit avec un calme effrayant « Maman, elle a trouvé les dossiers. Tu avais raison, on ne peut plus la laisser faire. » Le silence qui a suivi fut insupportable. J'ai compris que mon combat venait de changer de nature. Ce n'était plus une question de divorce ou de vérité sur une infidélité. C'était une question de vie ou de mort. Ils étaient prêts à tout. Hélène, au téléphone, ne m'avait jamais semblé aussi proche, sa voix résonnant presque dans la pièce. Je me suis dirigée vers la sortie, mais Marc m'a coupé la route, verrouillant la porte d'entrée de gestes secs. Il a posé la clé sur la table basse, m'a regardé avec un mélange de pitié et de menace, et a dit « Tu ne sortiras pas d'ici avec ce que tu as dans les mains, chérie. Et tu ne sortiras probablement pas d'ici tout court. » Je l'ai regardé, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé des milliers de nuits, et j'ai su avec une certitude terrifiante que je ne savais pas ce qui allait se passer dans les prochaines minutes. Mais une chose était sûre, je n'allais pas mourir dans cet appartement sous le poids de leurs secrets. J'ai attrapé le premier objet à ma portée, une sculpture en bronze que Marc adorait, et je l'ai levée au-dessus de moi, prête à transformer chaque os de ma rage en une arme de survie. Marc a reculé de pas surpris, mais il savait qu'il avait déjà lancé une machine infernale. La porte de l'entrée a tremblé sous un coup violent extérieur. Quelqu'un frappait, avec une insistance qui n'avait rien d'amical. Hélène, la police, complice, le cœur me battait à tout rompre, mais je ne pouvais pas lâcher ces documents. C'était ma seule assurance, mon unique levier. Marc s'est tourné vers la porte, hésitant entre moi et l'intrus. C'était ma chance. J'ai bondis vers la fenêtre, espérant atteindre le balcon, mais je me suis retrouvée coincée entre Marc, qui se jetait sur moi, et la porte qui continuait de vibrer sous les coups de plus en plus forts. Dans cet instant de chaos, alors que les verrous commençaient à céder, j'ai réalisé une chose que je n'aurais jamais soupçonnée. Quelque chose qui allait tout changer, et qui rendait mon existence encore plus précaire que je ne l'avais imaginé. Le verre de la porte d'entrée a volé en éclats dans un vacarme assourdissant, et dans la fumée et la poussière, une silhouette a surgi, une silhouette que je connaissais trop bien, mais que je n'aurais jamais dû voir ici. Marc est resté pétrifié, le regard vide, perdant tout contrôle.
La personne qui venait d'entrer a posé ses yeux sur moi, puis sur les documents éparpillés, et a dit une seule phrase, une phrase qui a fait s'écrouler le dernier pilier de ma réalité. À ce moment précis, j'ai compris que la vérité n'était pas seulement une arme, mais une malédiction, et que ce qui allait suivre allait non seulement détruire ma vie, mais potentiellement effacer mon nom de cette terre. Je suis restée là, au milieu du salon, avec ces preuves que personne ne devait voir, face à mon mari, face à l'intrus, et face à l'immensité de mon propre courage qui m'avait mené, sans retour possible, au bord de l'abîme. Il croyait tout savoir le contrôle. Il croyait tous que je serais la victime silencieuse. Mais alors que la personne entrait dans la lumière, je n'ai pas seulement ressenti de la peur. J'ai ressenti un soulagement immense. Parce que j'ai su que, quel que soit le prix, c'était le début de la fête pour eux, et que, quoi qu'il arrive, je ne serai plus jamais la marionnette de cette famille. Marc a tenté un dernier geste, une supplique, une menace, mais il était trop tard. L'être s'est avancé à ramasser des documents, l'a lu, et a tourné son regard vers moi, un regard plein d'une compréhension glaciale. Il ne s'agissait plus de mariage. Il ne s'agissait plus de Paris, de cet appartement, de ses moulures. Il s'agissait de l'héritage d'un mensonge qui s'étendait sur des générations. La porte était grande ouverte, le vent de la nuit s'engouffrait dans l'appartement, balayant les derniers vestiges de ma vie d'avant. J'ai lâché la sculpture de bronze, j'ai relevé la tête. Je savais que si je franchissais ce seuil, je ne reviendrais jamais. Je savais que ce qui allait suivre serait une épreuve que peu de gens pourraient affronter. Mais j'étais prête, je n'étais plus la femme trahie. J'étais celle qui allait faire tomber les masques. J'ai pris ma décision, j'ai fait un pas et tout a basculé. Je ne savais pas ce qui m'attendait dehors dans cette nuit noire, mais je savais que j'étais en fait pour la première fois réellement libre. Le téléphone de Marc a recommencé à vibrer inlassablement, le nom d'Hélène s'affichant en lettres lumineuses sur l'écran. Il n'a pas répondu, il ne pouvait pas répondre. Il était trop occupé à regarder, avec une terreur grandissante, l'être qui venait de briser son mode. Je me suis approchée de lui, j'ai pris son téléphone, j'ai décroché et j'ai dit « Hélène, c'est moi, la fête est finie ». Un silence pesant, presque tangible, a régné à l'autre bout du fil, puis un clic sec avant que la ligne ne se coupe définitivement. J'ai jeté le téléphone par terre, le brisant en 1000 morceaux. Marc s'est effondré sur les genoux, un homme défait, un homme sans futur. Je n'ai ressenti aucune pitié. Juste le froid, la détermination et l'urgence de disparaître avant que les conséquences de mes actes ne me rattrapent. J'ai ramassé les documents, je les ai glissés dans mon sac, et je me suis dirigée vers la sortie, sans un regard en arrière. J'ai croisé l'être sur le seuil, il s'est effacé, me laissant le passage libre. Je n'ai pas demandé qui il était. Je n'avais plus besoin de poser de questions. J'avais les preuves, j'avais la vérité, et surtout, j'avais le pouvoir de détruire tout ce qu'ils avaient construit. J'ai descendu les marches, une à une, vers la rue où m'attendait une vie dont je ne connaissais encore rien. J'ai marché dans Paris, mon manteau serré contre moi, les larmes aux yeux non pas de douleur, mais d'une immense libération. Je savais que demain, quand le jour se lèverait, tout serait différent. Je ne m'étais jamais sentie aussi vivante, aussi forte, aussi prête à faire face à l'inconnu. Chaque pas m'éloignait de cet appartement, de ce mensonge, de cette vie que l'on m'avait éposée. Je ne savais pas encore comment j'allais m'en sortir, où j'allais aller, mais une chose était certaine, je ne serais plus jamais la femme qu'ils avaient imaginée. J'avais gagné, mais la victoire avait un goût amer, un goût de cendre et de sang. J'ai hâté le coin de la rue, et là, sous la lumière blafarde de lampadaire, j'ai vu une voiture noire, moteur tournant m'attendant. La portière s'est ouverte, j'ai hésité. Et puis j'ai plongé dans l'inconnu, prête pour la dernière étape de ma vengeance, sachant pertinemment que le danger n'était pas derrière moi, mais bien en face, là où je m'apprêtais à mettre les pieds. La voiture a démarré dans un silence feutré, glissant sur les pavés humides comme un spectre dans la nuit parisienne. À mes côtés, dans l'habitacle sobre, l'inconnu ne disait rien. Il ne m'a pas posé de questions sur les documents que je serrais contre mon cœur, ni sur ce que je venais de laisser derrière moi. Il conduisait avec une précision chirurgicale, évitant les grands axes, nous enfonçant dans le dédale des rues silencieuses. J'ai regardé par la vitre arrière. L'appartement du 16e, ce sanctuaire de dorures et de mensonges, s'éloignait, devenant une simple tache lumineuse perdue dans l'immensité de la ville. Je ne pleurais plus. La terreur qui m'avait habité quelques minutes plus tôt s'était évaporée, remplacée par une lucidité brûlante, presque douloureuse. J'avais brisé le miroir, et les éclats de verre gisaient désormais au sol, incapables de refléter une quelconque illusion. Marc allait devoir faire face au vide. Il était là, prostré sur le parquet de notre salon, entouré des débris de sa propre existence, attendant sans doute que sa mère intervienne. Mais Hélène, cette femme qui pensait diriger le mode depuis son bureau tapissé de soie, venait de recevoir le coup de grâce. Elle ne pourrait pas étouffer ce qui allait suivre. Les documents que je transportais étaient bien plus que de simples preuves comptables. C'était une généalogie de la corruption,
une chronologie de crimes dissimulés sous des noms d'empereurs et des signatures falsifiées. En franchissant cette porte, j'avais cessé d'être une épouse pour devenir une tornade. Le soulagement était physique, une ode de chaleur qui parcourait mes membres engourdis par des années de soumission faite. Nous nous sommes arrêtés devant un immeuble anonyme, loin du faste des quartiers que je fréquentais habituellement. Mon compagnon de route, un homme dont je ne connaissais que le regard froid et efficace, m'a ouvert la portière. Je suis descendu, mes talons claquant sèchement sur le trottoir. L'air était vif, chargé d'une odeur de pluie et d'asphalte. Ici, pas de portier en uniforme, pas de façade haussmannienne pour masquer la laideur des intentions. C'était le mode réel, celui où les codes se règlent dans l'ombre, sans le vernis social qui jusque-là avait été mon carcan. J'ai suivi cet homme dans un in-rolf étroit, éclairé par une ampoule blafarde qui grésillait. Chaque pas résonnait comme un aveu. J'étais arrivé au terme de mon voyage. Dans une petite pièce austère, autour d'une table en métal, d'autres visages m'attendaient, des visages fatigués, marqués par une quête similaire à la mienne. En posant mon sac sur la table, en étalant ses dossiers devant ces inconnus qui, comme moi, avaient été broyés par l'ambition démesurée de famille comme celle de Marc, j'ai senti une étrange fraternité. Ce n'était pas de l'amitié, non, c'était une alliance de survivants. Pendant des heures, nous avons parlé. J'ai raconté le théâtre, le mépris d'Hélène, la lâcheté de Marc et surtout, la façon dont ils avaient fait de moi une simple pièce rapportée, opion destiné à légitimer leur fortune. Ma voix était calme, posée, dépourvue de ces émotions qui m'avaient paralysée par le passé. J'exposais leur chute avec une précision clinique. Au petit matin, le soleil a commencé à percer à travers les stores, jetant des raies de lumière crue sur les feuilles de papier éparpillées. L'ampleur de ce que j'avais déclenché était vertigineuse. Il ne s'agissait plus seulement de détruire Marc, mais de démanteler tout l'édifice bâti sur le sang et l'usurpation. Hélène ne pourrait pas acheter son salut cette fois-ci. Le dossier était complet, les témoignages croisés, les preuves irréfutables. La personne qui m'avait conduit ici a posé sa main sur la pile de documents et m'a regardé. « Vous savez ce que cela signifie » a-t-elle murmuré. « Une fois que ces pages seront transmises, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Vous perdez votre nom, votre rang, votre vie entière. » Je n'ai pas hésité. J'ai pris un stylo et j'ai signé la déclaration, mon nom s'escrivant avec une fermeté qui m'a surprise. C'était mon acte de naissance, le premier que je rédigeais moi-même, sans l'approbation de qui que ce soit. Je ne perdais rien, je me débarrassais de tout. Le poids qui pesait sur mes épaules depuis le début de cette histoire s'est soudainement envolé, laissant place à une sensation de légèreté absolue, presque effrayante. Je me suis levée, mes jambes un peu tremblantes mais ancrées dans le sol, et je suis sortie dans la rue. La ville s'éveillait. Les premiers métros commençaient à gronder sous les trottoirs, les terrasses de café tiraient leurs rideaux métalliques. Paris, ma ville, semblait différente. Elle n'était plus le théâtre de mes humiliations. Elle était devenue un vaste espace de possibles. Je n'avais plus de clés, plus de foyer, plus de mari. J'avais un sac à main, quelques effets personnels et la certitude que, quelque part dans cette métropole, Hélène et Marc se demandaient quel serait le prochain coup. Ils attendaient une panique qui ne viendrait pas. Ils attendaient une supplique que je ne leur accorderais jamais. La vengeance, ce plat que l'on dit servir froid, n'était pas le moteur de ma satisfaction. Ma véritable victoire résidait dans le fait que je ne leur appartenais plus. J'étais devenue une inconnue pour eux, une force qu'ils ne pouvaient plus contenir ni manipuler. Je me suis assise sur un banc, face à la Seine. Le fleuve coulait, indifférent à nos drames minuscules, charriant les déchets de la nuit vers la mer. J'ai regardé mes mains, elles étaient nues. Plus d'alliances, plus de bagues écrustées de diamants dont je connaissais maintenant la provenance douteuse. J'ai respiré l'air frais du matin. Il avait un goût de liberté pur et tranchant. J'ai repensé à ma vie d'avant, à ces dîners modets, à ces sourires de convenance derrière lesquels je dissimulais mes doutes, à cette cage dorée que j'avais prise pour une demeure. Quelle aberration! Quelle perte de temps! Un homme est passé devant moi, pressé, le journal sous le bras. Il ne m'a même pas remarqué. J'étais une femme parmi d'autres, une ombre dans le paysage urbain. Cette visibilité était ma plus grande liberté. Personne ne me cherchait, personne ne m'attendait, et c'était précisément ce que j'avais toujours souhaité sans oser l'admettre. J'ai levé les yeux vers le ciel, qui virait au bleu pâle, au bleu lavé de tout artifice. La journée allait être longue, les procédures allaient être harassantes, les médias allaient sans doute s'emparer de l'affaire, mais je n'étais plus la victime dans ce récit, j'en étais l'autrice. J'avais repris ma plume, et chaque chapitre à venir m'appartenait désormais. Marc ne me manquera jamais. Ce n'était pas un homme que j'avais aimé, mais une image, une projection de mes propres aspirations à la sécurité. Maintenant que cette sécurité s'était révélée être une illusion dangereuse, je n'avais plus aucun regret. Je ne ressentais plus aucune amertume, seulement un détachement profond. J'ai ouvert mon sac, j'en ai sorti le dernier document qu'il me restait, une photo de nous deux, à nos débuts sur une plage en Corse. Je l'ai déchiré en deux, puis en quatre, et j'ai laissé les morceaux s'avoler, portés par une rafale de vent.
Ils ont dansé un instant au-dessus de l'eau avant de disparaître à jamais dans le courant. Je me suis levée, mes muscles étaient courlés, mon esprit était clair. J'ai commencé à marcher sans but précis, simplement pour sentir le mouvement de mes jambes, pour sentir le sol sous mes pieds. Je n'avais plus peur. Ni de la misère, ni de l'inconnu, ni des menaces incroyables pourraient encore proférer. J'étais arrivée au bout du chemin, et ce que j'y ai trouvé n'était pas la fin du mode, mais le commencement du mien. J'ai tourné le coin de la rue, m'enfonçant un peu plus dans la ville qui ne dort jamais, prête à affronter tout ce qui se présenterait à moi. J'étais vivante, réellement vivante pour la toute première fois de ma vie, et pour cela, je ne devais rien à personne. J'ai marché longtemps jusqu'à ce que la fatigue me gagne en fait, une fatigue douce, rassurante, celle d'une femme qui a en fait déposé son fardeau. Je me suis arrêtée devant une petite vitrine, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Les traits étaient tirés, mais ce regard, était celui d'une étrangère que j'étais en fait fière de découvrir. J'ai souri à cet inconnu, j'ai lissé mes cheveux, et j'ai continué à marcher la tête haute vers cette nouvelle vie qui m'attendait, quelque part derrière les façades en pierre de taille, sous le ciel immense et indifférent de Paris. Chaque souffle était une victoire, chaque battement de cœur une affirmation. Le silence autour de moi était rempli de promesses. J'étais en fait tout à fait seule, et c'était la plus belle chose que j'ai jamais connue.